Je vous retrouve aujourd'hui à l'occasion des 32e Journées du patrimoine qui ont lieu cette année le 19 et 20 septembre. Les Journées européennes du patrimoine sont des manifestations nationales annuelles instaurées dans plus de 50 pays. En France, elles ont été créées en 1984 par le ministre de la Culture, Jacques Lang. Ces journées permettent au public de découvrir de nombreux sites accessibles gratuitement ou à prix réduit. Il peut également visiter des lieux qui leur sont exceptionnellement ouverts, comme l'Élysée ou la Banque de France. Mais restons en Normandie. J'ai sélectionné pour vous un site de Seine-Maritime à découvrir lors de ces journées du patrimoine. Arrêtons-nous à Saint-Georges-de-Beaucherville, à Saint-Martin-de-Beaucherville, un site classé monument historique ou encore jardin remarquable, géré par l'ATAR, l'association touristique de l'abbaye romane de Saint-Georges-de-Beaucherville, présidée par M. Sirot. Saint-Georges-de-Beaucherville est un site remarquable. Il y a d'abord une église romane magnifique, une des très rares églises romanes restées à peu près intactes dans toute la basse vallée de la Seine. Et puis il y a effectivement cette salle capitulaire avec des décors sculptés tout à fait remarquables et ces jardins magnifiques qui ont été reconstitués pour recréer les jardins tels qu'ils étaient au XVIIIe siècle. Alors on retrouve ici toute la grandeur et l'art ornemental des Mauristes avec cet axe central magnifique qui est dans mon dos, avec des escaliers effectivement en panneaux de silex et en pierre, et puis ce pavillon des vents qui couronne effectivement tout l'ensemble. Du haut des jardins, on a une vue magnifique sur le Val de Seine. Alors les jardins sont à la fois le reste des jardins médiévaux. Les jardins médiévaux qui étaient dans le bas des jardins étaient des jardins utilitaires qui fournissaient à la fois des fleurs, des légumes, des herbes médicinales, et puis il y avait une partie verger. Et le jardin était la figure du jardin d'Éden, donc c'était vraiment le reflet du paradis, effectivement, avec 4 axes et une fontaine au milieu. Et puis au XVIIIe siècle, on est passé avec la congrégation de Saint-Maur au jardin à la française, à la suite d'une longue évolution et d'une influence italienne très marquée. Et là, au contraire, c'est l'homme qui imprime sa marque à la nature. Donc, on retrouve des ifs taillés effectivement en forme de cône bien régulier, ces plates-bandes très régulières, et puis cet axe central magnifique. Mais on a conservé effectivement dans le bas des jardins toutes les plantes qui étaient cultivées à l'époque médiévale. On les connaît parce que Charlemagne avait imposé la liste des plantes qui étaient cultivées dans ces domaines. Donc on sait ce qu'il y avait effectivement au Moyen-Âge. Et puis à cela se sont ajoutés au fil des ans des tas de plantes venant d'Amérique par exemple ou d'autres régions du monde. Alors les jardins sont entretenus dans le cadre d'un chantier d'insertion, c'est-à-dire par des gens qu'on essaie de réhabituer à une discipline de travail, effectivement, avoir des horaires, travailler en équipe, avoir un chef, effectivement, des règles à respecter pour qu'ils puissent être préparés à reprendre une vie de travail plus tard. Et le pavillon des vents que vous voyez derrière, effectivement, était consacré, on a retrouvé des fresques avec les signes du zodiaque, et donc on se pose la question, est-ce que c'est un observatoire ou est-ce que c'est simplement un lieu de méditation pour les moines? Alors, le jardin des senteurs, c'est une création moderne, qui s'inspire un peu du jardin d'agrément médiéval, mais c'est une création entièrement moderne, parce qu'autrefois c'était le jardin du Père Abbé, et on a essayé d'y mettre des plantes odoriférantes, effectivement, qui toute l'année donnent une vague de parfums d'hiver. Ça n'est pas effectivement la reconstitution d'un jardin médiéval. Lors de ces journées du patrimoine, les visiteurs ont pu découvrir une exposition autour de la forêt. Alors c'est une expo sur la forêt et son petit monde. Ça s'appelle la forêt et son petit monde. Donc on va parler de la forêt et des insectes qui vivent dans cette forêt. Bon,
Alors donc on a les insectes par exemple pour le bois meurt, ceux qui mangent des végétaux meurent, et aussi on va parler aussi de la pollution dans les forêts, qu'est-ce que ça fait sur ces animaux, qu'est-ce qui se passe par rapport à la chaîne alimentaire, qu'est-ce que ça détruit, tout ça. Donc là j'ai tout ce qui est panneaux, forêts et outils, c'est la Maison du Parc de Bretonne qui nous a loué cette exposition. Donc, et là, c'est un monsieur, tout ce qui est insectes, arachnides et tout, c'est un monsieur. Et maladie des arbres, c'est un particulier qui avant était phytopathologiste, c'est-à-dire qui s'occupait des maladies des plantes, voilà. Et il connaît bien tous les insectes. Et il m'a prêté cette exposition, il nous a prêté à l'association ATA pour mélanger les deux, parce qu'ils vont très bien ensemble. Et forcément, cette expo-là, elle est plus réservée pour les enfants. Parce que devant chaque panneau, il y a des questionnaires. Comme ça, les enfants ils peuvent remplir les questionnaires. Sur les panneaux qu'ils veulent, comme ça, ils n'ont pas besoin de lire tous les panneaux. Et ces questionnaires, à la fin, je les mets dans une urne qui se trouve à l'entrée de l'expo. Et l'année prochaine, avec tout ce qu'ils vont écrire, selon, par exemple, il y a des questions, c'est... si vous aviez une forêt, qu'est-ce que vous feriez? Comment penseriez-vous qu'il faudrait faire pour que ça soit propre ou des choses comme ça? Donc les enfants, ils mettent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Et l'année prochaine, je fais un book avec toutes leurs réponses et je mets dans le jardin pour que les gens ils voient la vision que les enfants ont de la nature. Des fois, c'est très intéressant ce que les enfants disent. Jusqu'à quand on peut découvrir cette exposition? Alors, l'expo, elle a commencé le 17 et elle se termine le 27 septembre, une dizaine de jours. Le public a également pu apprécier une maquette reconstituant l'abbaye. Nous sommes ici dans la chapelle dite d'Étancarville, qui était une petite chapelle privée attenant au logis seigneurial d'Étancarville qui a brûlé au XVIe siècle à peu près. Alors dans cette chapelle se trouve une grande maquette de l'abbaye telle qu'elle était en 1653. Alors cette maquette montre à quel point l'abbaye était ruinée par le système de la commande qu'avait instauré François Ier. Il donnait à des amis qui voulaient récompenser le titre d'abbé commendataire. Ces abbés commendataires ne mettaient jamais les pieds à Bocherville, mais percevaient les revenus et en laissaient une petite partie aux moines. Et donc, ce qu'ils laissaient était tout à fait insuffisant pour retenir l'abbaye. Donc, cette maquette montre déjà des dégradations, des bâtiments à moitié abattus, effectivement. Et on voit là-bas le logis d'Étancarville, qui à l'époque avait déjà brûlé. Ce que montre aussi cette maquette, c'est l'enchevêtrement de bâtiments anciens, hôtellerie, réfectoire, cuisine, cellier. Et tous ces bâtiments ont été remplacés par la congrégation de Saint-Maur, effectivement, au XVIIe, XVIIIe siècle, qui a refait un grand bâtiment unique, beaucoup plus fonctionnel, que vous voyez encore ici intact sur cette gravure. Ce qu'il en reste, effectivement, ce sont quelques étages, puisque l'abbaye a servi de carrière de pierre, effectivement, juste après la Révolution. Alors on voit des choses effectivement intéressantes, notamment cette petite tour, c'était la prison de l'abbaye. Alors on se dit pourquoi une prison, mais il y avait une justice ecclésiastique qui était un petit peu en concurrence avec la justice civile. La justice dépendait beaucoup des pays et des régions, hein, et ce n'était pas du tout une espèce de justice uniforme pour tout le monde telle qu'on la connaît maintenant. On voit sur la maquette aussi cette grange d'Imières où les propriétés de l'abbaye, les paysans qui exploitaient des terres de l'abbaye, donnaient une partie de leurs revenus en nature, hein, c'était en blé par exemple, donc à l'abbaye qui les stockait dans la grande grange d'Imières qu'on voit ici. Il y a toujours une influence plus importante pour le Journée du patrimoine. Je crois que c'est pour nous une occasion de faire connaître un site parce que on souffre un peu d'une image de monument sacré, effectivement,
Et les gens qui viennent visiter l'église abbatiale, souvent, n'ont pas conscience de l'ampleur et de la beauté des jardins aux alentours. Donc on cherche à équilibrer un petit peu l'image. Saint-Georges de Beaucherville, c'est une magnifique église romane, mais ce sont aussi de magnifiques jardins derrière. Et c'est ça l'équilibre qu'on essaie de faire respecter. Je pense que le site de Beaucherville est encore mal connu de tous les Rouennais. C'est vrai qu'il y a une concurrence terrible entre sites. Il y a beaucoup de sites à Rouen, Jumièges à côté. Mais effectivement, les journées du patrimoine sont l'occasion de mieux faire connaître ce site. Qu'avez-vous pensé de la journée du patrimoine? Déjà, le temps était au rendez-vous, puis les jardins sont merveilleux, c'est tout ce qu'on peut dire. On est déjà venu il y a quelques années et on avait trouvé ça quand même vraiment super. Puis on a voulu revenir voir. Ça a progressé, il y a des nouvelles plantes, ça donne aussi des idées pour nous, pour les fleurs, etc. Et ils font du très beau travail. Cette année, le site de Saint-Georges de Beaucherville aura comptabilisé 1013 entrées pendant ces journées du patrimoine. Et si vous voulez davantage découvrir les jardins magnifiques de ce lieu, l'abbaye vous propose une nouvelle brochure disponible dans la boutique. Vous retrouverez toutes les informations pratiques sur le site internet.